BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 10 en direct de Villepinte au salon Global Industrie. Ici, l'avenir de l'industrie qui se dessine aujourd'hui. On va en parler pendant une heure sur BFM Business. On est avec Sébastien Gillet, notre premier invité. Bonjour Sébastien, bienvenue. Bonjour à vous. Directeur de la division des salons pro chez J11 et donc l'organisateur de Global Industrie. Alors, je le disais, on a 1500 machines qui tournent à plein régime. C'est la plus grande usine de France là, qui tourne en temps réel, Sébastien, c'est ça? Exactement, c'est la plus grande usine de France. C'est 2300 exposants, c'est près de 40 000 visiteurs. En effet, l'industrie, elle se déroule aujourd'hui à Villepinte pendant 4 jours et on est fiers et c'est une vraie marque de reconnaissance. Merci à votre antenne en tout cas d'être présent. Avec ici. plaisir, parce qu'on parle de sujets ici dont on parle tous les jours sur BFM Business et Global Industrie, c'est l'un des plus grands salons mondiaux dédiés à l'industrie. Voilà, c'est le plus grand salon de France. Alternance Lyon-Paris. Exactement, Lyon, deux territoires forts de l'industrie, Alternance Lyon-Paris, l'édition parisienne et en effet on est dans le top 3 des grands salons européens. Alors industrie, relocalisation, c'est les sujets, je vous disais, dont on parle tous les jours sur BFM Business. On va parler un petit peu de tous les défis de l'industrie. D'abord, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure avant l'émission, quelque chose qui m'a encouragé. J'ai vu beaucoup de gamins, j'ai vu beaucoup de jeunes. Alors que vous me disiez c'est un défi pour l'industrie. L'industrie, l'avenir de l'industrie, il passe par ça aussi. Comment je vais amener des gamins dans l'industrie? La réussite va passer par les jeunes, c'est une certitude. Oui. On accueille entre 6 000 et 8 000 jeunes sur Global Industrie et en fait les métiers de demain, ceux qui vont les faire. On a la chance en France d'avoir une grande démographie, plus importante qu'outre-Rhin. Il faut qu'on s'en serve. Les métiers sont plus attractifs pour les jeunes aujourd'hui qu'à 20 ans, heureusement et d'une certaine manière malheureusement. C'est terriblement dur d'expliquer ça encore aujourd'hui, Sébastien. Aujourd'hui, je vous raconte ce que m'a dit un chef d'entreprise ce matin que j'ai rencontré. Il m'a dit voilà, je vais dans les écoles pour expliquer aux jeunes qu'il y a des carrières, qu'il y a des choses à faire véritablement. C'est dur. Il me dit c'est pas mon truc, mais je suis obligé de venir avec ma belle voiture et de la garer à portée de vue pour que les gamins se rendent compte que quelque part, c'est vrai. Oui, on peut s'en sortir. Il y a beaucoup de pédagogie à avoir. On embauche bien dans l'industrie, on paye mieux dans l'industrie que dans d'autres filières. Mais vous l'avez parfaitement illustré dans cet exemple-là. On a besoin de beaucoup de pédagogie, des parents d'élèves, les COP, le gouvernement, bien sûr, les pouvoirs publics. Les industriels le font aujourd'hui. On délocalise les RH sur le salon aujourd'hui pour accueillir les jeunes, pour les accompagner. C'est le challenge qu'on va avoir si on veut réussir de réindustrialiser la France dans les 20 prochaines années. Ce qu'il faut expliquer aux jeunes, et ça permet aussi de comprendre comment l'industrie de demain se prépare aujourd'hui, c'est que quand on est ici, oui, on voit des industriels, oui, on voit des fabricants, oui, on voit des sous-traitants, oui, on voit des tourneurs-fraiseurs, mais on voit aussi des roboticiens, on voit aussi des data managers, on voit tous ces publics ici. On voit des métiers qui leur parlent. Et ça, c'est important. Mais qui n'auraient pas été là il y a 10 ans sur un tel salon. Il y a 10 ans, non. Il y a 10 ans, le problème, c'est qu'on a loupé quelques virages en France sur l'industrie. On ne va pas se flageller, on va pas revenir il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, depuis 5-7 ans, on a le sentiment que les pouvoirs publics ont saisi l'opportunité que si notre industrie meurt, notre pays meurt. C'est 12% du PIB à peu près. Et si on veut bien préparer une nouvelle fois les 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce qu'on a le savoir-faire, il est en France, il n'est pas qu'à l'étranger. On a les jeunes, on a le matériel et on a la dynamique de cette industrie. Tous les éléments sont réunis pour une nouvelle fois qu'on prenne bien ce virage de l'industrie du futur. Robotisation, automatisation. Qu'est-ce qui manque? Parce qu'on voyait ce chiffre qui claquait, dont on a beaucoup parlé il y a une semaine, 100 milliards d'euros de déficit commercial. Et un autre patron que je disais, je voyais, me disait, si on remontait à 16, 17, 18% d'industrie en France, peut-être qu'on réduirait déjà de manière assez significative ce déficit. Je pense que pour certains sujets, on va y remonter. Qu'est-ce qui manque? Je crois que les pouvoirs publics ont fait le jeu aujourd'hui. Depuis 5-7 ans, on accompagne beaucoup mieux les entreprises, financement, sur la pédagogie, sur la réorganisation. Les grands groupes jouent le jeu aussi. Il y a une époque, les grands groupes avaient un côté peut-être un petit peu solitaire ou un peu égoïste. Aujourd'hui, ils accompagnent les TPE, les startups, les PME à comment on va se réindustrialiser demain, comment on va se robotiser demain, comment on va aussi changer la culture des entrepreneurs dans les usines. Donc tout ce chemin, il est en train d'être fait. Alors on part de loin, mais il y a beaucoup de chemin qui a été fait et bien sûr les challenges, ils sont encore devant nous. Mais une nouvelle fois, tout est mis en place. Les challenges, alors vous me disiez, les politiques ont fait le job. Voyez bien, quand même, on va encore je ne veux pas vous entraîner sur un terrain purement politique, mais je vois le MEDEF qui encore nous dit il en faut plus sur les impôts de production, il en faut plus sur la fiscalité, il en faut plus sur la réglementation. Il y a encore du boulot aussi quand même. On est d'accord, il y a encore du boulot, mais c'est vrai que si on regarde un tout petit peu dans le rétro, et 10 ans, c'est pas vieux 10 ans, mais 10 ans, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de politique sur nos salons. Alors, on est une année exceptionnelle. Il n'y avait pas de grands médias qui s'intéressent. Donc, une nouvelle fois, encore merci d'être là. Parce que c'est aussi vous qui allez aussi faire la pédagogie sur les jeunes et montrer que l'industrie, elle est belle aujourd'hui. Et c'est tous ces éléments-là qu'on n'avait pas il y a 10 ans, qu'on commence à avoir. Et c'est pour ça que je suis très optimiste sur les 10-15 prochaines années. Nous, on le fait, mais il faut la volonté politique. Vous avez dit, les politiques ont fait le job. Alors, vous n'avez pas de ministre aujourd'hui. Vous auriez aimé peut-être avoir un ministre de l'industrie aujourd'hui, fraîchement désigné. On aurait pu, si bien sûr la démission n'était pas faite lundi soir. Pour être transparent avec vous, c'est la 4e édition de Global Industrie. On a toujours été accompagné par les différents ministres concernés par le salon. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a été un petit peu boudé. Il faut savoir que le ministre de l'économie, pendant 40 ans, il n'y a pas eu de visite ministérielle sur un salon.
Pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Là, la dernière, elle remonte à quand de mémoire? On va dire Valéry Giscard d'Estaing. Ah, tout de même. On a eu François Hollande à l'époque, en 2016, où il n'était plus président, enfin en tout cas où c'était plus représentant en tant que président, qui avait inauguré un des salons industriels. Oui. Et depuis 2018, on a des ministres. Cette année, année exceptionnelle, donc je crois qu'on leur pardonne d'une certaine manière. Bon. Mais c'est vrai qu'il faut que l'année prochaine, en 2023 à Lyon, on ait de nouveau des ministres qui accompagnent sur les plans de relance, sur la communication et aussi une nouvelle fois sur la pédagogie pour les entreprises. Vous en aurez bien besoin. L'industrie de demain, comment est-ce que les entreprises s'y préparent? Comment est-ce qu'elles se réorganisent? Ça aussi, c'est un gros challenge à côté des jeunes. Bien sûr. Moderniser l'outil industriel, c'est la clé. Moderniser l'outil industriel, c'est ce qui va permettre de relocaliser. Le savoir-faire, une nouvelle fois, on l'a. Il est parti depuis quelques années, depuis 30 ans parfois, à l'étranger, au bout du monde. Ouais. Aujourd'hui, les différentes crises que malheureusement on vit fait prendre conscience aux entreprises et au pouvoir public. Pour relocaliser, il faut investir dans l'outil industriel. C'est ce qui est en train d'être fait. On a encore du retard. 1 robot en France, 3 robots en Italie, 5 robots en Allemagne. C'est pas encore gagné. Alors justement, le grand mythe de la robotisation alors. Est-ce que vous battez des idées en brèche, vous aussi? Vous disiez le taux de robotisation en Allemagne, c'est x5 par rapport à la France. C'est x5, tout à fait. En Italie, c'est x3 par rapport à la France. C'est x3, donc il y a du retard, mais on est en train de le rattraper. Je le redis, la robotisation ne va pas remplacer les hommes. Des fois, c'est un peu travesti. Ouais. Faut faire attention, c'est que la robotique va aider les hommes, les hommes et les femmes, hein, bien sûr, accompagner les hommes dans certaines tâches. Aujourd'hui, le challenge qu'on a, c'est reformer les hommes et les femmes dans les entreprises, dans les usines, sur les métiers de demain. Pour donner un chiffre précis, 85% des métiers dans 15 ans, on ne les connaît pas encore aujourd'hui. Donc là aussi, on a encore un challenge. Mais la robotisation va permettre d'accélérer les gains de productivité, tous les sujets de transition écologique. C'est aussi ces domaines-là qui vont permettre de les régler. Alors, on parlait de formation, on parlait des jeunes tout à l'heure. Oui, formation tout au long de la vie, ça aussi, il faut installer. Mais ça, est-ce que ça reste pas aussi un sujet tabou, voilà, moins dans les entreprises? C'est moins tabou et c'est pour ça qu'on a... Mon métier aura peut-être disparu dans quelques années. Voilà, je me voile un petit peu la face sans trop y penser, sans trop vouloir y penser finalement. C'est les métiers les plus pénibles qui vont disparaître. Et en fait, les métiers qui vont être peut-être les plus intéressants d'une certaine manière vont surgir, vont apparaître. Et c'est là-dessus qu'on a besoin. Les gens dans les usines, c'est pas des métiers qui vont les enlever. Au contraire, on doit les reformer. Oui. Les reformer, c'est bien sûr des coûts. C'est pour ça qu'on attend que les pouvoirs publics accompagnent des entreprises. Mais aujourd'hui, le fait qu'on ait des DRH sur place, sur le salon, le fait qu'on reçoive entre 6 000 et 8 000 jeunes, ça veut dire qu'on est dans la bonne intention, on est dans le bon esprit pour une nouvelle fois reformer ou former ces différents salariés dans les usines. L'entreprise, elle bouge, ça sera ma dernière question, Sébastien. Et puis on va aller à la rencontre de certains entrepreneurs qu'on a rencontrés ce matin. L'industrie, elle bouge, il faut qu'elle s'intègre un peu plus au niveau des régions. C'est qu'on a l'impression que les industries, les entreprises et les régions, les collectivités locales doivent bosser beaucoup plus ensemble demain aujourd'hui. Et les territoires qui sont plus porteurs que d'autres. Voilà. Les territoires qui sont plus dans l'industrie, alors on ne va pas forcément le citer, même si la région Auvergne-Rhône-Alpes, on l'a cité en introduction. Il y a les territoires qui jouent le jeu et on va dire qu'il y a presque chaque événement, chaque territoire a son événement. Pour les jeunes, pour l'industrie dans sa manière, pour la nouvelle technologie. Donc c'est pareil, ça part de Paris, mais pas que de Paris. Il faut arrêter que tout se passe à Paris. Mais en tout cas, chaque territoire, chaque région, chaque école aussi a son job à faire. Et je sais que c'est en train une nouvelle fois d'être fait. Et là, vous me dites, il faut arrêter de penser qu'à Paris. Moi, je veux dire, il faut peut-être arrêter de penser qu'à l'Allemagne. Mais quand même, ce que vous nous décrivez là, c'est le fameux Mittelstand allemande, finalement. Oui, dans l'esprit. Dans l'esprit, mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire que tout le monde bosse ensemble. Collectivité, entreprise, taille intermédiaire, grand groupe, c'est ça. Ça, on ne l'avait pas. Il y a 10 ans, on n'avait pas cette communion, cet assemblage de fédérations, de syndicats, de partenaires, d'exposants. Chacun avait son salon. Aujourd'hui, on a tout rassemblé depuis 4 ans. C'est ce qui fait quand même la force de cette édition. En fait, l'agriculture a son salon, l'industrie a son salon depuis 4 ans. Et ça, c'est une force. Et une deuxième force, l'Allemagne est sur un secteur porteur, l'automobile. La France, vous avez l'aéronautique, vous avez l'agroalimentaire, vous avez la pharmacie, vous avez le médical. On a une palette de filières représentés au salon, mais qui sont aussi la force de la France. Alors on a une palette de filières et justement, je vous disais, on est allé rencontrer ce matin 2 entreprises, 2 grandes PME qui travaillent justement avec cette palette de filières. On va aller voir la première qu'on a rencontrée ce matin, elle s'appelle Ultratech. Là, on est sur de la mécanique de précision, des pièces sur mesure. On est avec son président Razvan Ili qu'on a rencontré hier ce matin sur son stand ici du côté de Villepinte. Regardez. Oui, avec le président d'Ultratech, Razvan Ili. Bonjour. Bonjour. Razvan Ili, merci beaucoup de nous accueillir sur votre stand. Alors, Ultratech, on est sur les composants mécaniques de précision fabriqués par décolletage. Déjà, c'est quoi le décolletage, monsieur Ili? Alors, juste avant de commencer, merci d'être venu à BFM Business sur notre stand. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le décolletage, en fait, c'est la fabrication de pièces par usinage où la pièce tourne et les outils sont fixes. Ouais. Donc, on va avoir les pièces que vous avez là qui vont tourner et les outils qui vont faire le travail. On est sur du sur-mesure. Et vous, c'est votre cheval de bataille, du sur-mesure qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Alors, pour beaucoup d'industries, c'est ça l'idée. Tout à fait. En fait, on est développé dans différentes industries
que ce soit le ferroviaire, l'aérospatial, le militaire. On voit l'aéronautique, la défense, mais c'est plus large que ça en fait chez vous aujourd'hui. Oui, c'est l'industrie aussi. En fait, les clients viennent chez nous principalement pour le service qu'on apporte, pour les solutions techniques, que ce soit dans l'usinage de pièces, que ce soit dans les matériaux qui peuvent être compliqués à usiner, ou que ce soit dans la gestion globale de la chaîne de logistique et d'approvisionnement pour les pièces en question. Alors les pièces, alors voilà peut-être les fers de lance d'Ultratec. Où est-ce qu'on les retrouve ces pièces en quelques mots de manière simple? Voilà, vous avez quelques pièces représentatives. Alors on a pris des grandes pièces pour bien que ça soit visible. Et en fait, c'est des pièces qu'on trouve dans la connexion, dans la connexion spéciale principalement, et notamment dans ce type de connecteur qui a une particularité, c'est une connexion rapide. Donc vous avez juste à tourner la bague et c'est déconnecté. C'est un connecteur que Ultratec a participé au développement avec un autre connecticien connu sur le marché. Et ça c'est breveté, c'est une technologie Ultratec alors? C'est une technologie brevetée effectivement, il y a plusieurs brevets dedans et avec notre partenaire Bernier en fait qu'on a développé pour tous les marchés militaires. Et on a de plus en plus de demandes dans les marchés aussi, tout ce qui est industriel. Combien de pièces au total vous produisez tous les ans pour vos différents clients? C'est difficile à dire parce qu'on a une diversité de pièces assez grande. On va de la pièce unitaire jusqu'à plusieurs millions de pièces. Donc on gère différents types de projets. En fait, ce qui nous permet de gérer ces diversités, c'est qu'on est très à cheval sur la qualité. Et en fait, pour simplifier, 100% des pièces sont contrôlées. On a un contrôle équivalent du contrôle d'entrée de nos clients avant livraison. Et ce qui nous permet d'avoir très peu de retours clients. C'est ça. Donc l'idée, c'est de se focaliser sur la qualité et réduire le retour client. Donc en gros, comment on fait de la simulation de pièces pour s'assurer que ça répond aux attentes du client, et en fait on fait de l'impression 3D après, une fois qu'on est bon, c'est ça l'idée? En fait, il y a deux façons, c'est soit vous avez des pièces qui sont déjà dessinées, et déjà faites, donc vous allez juste les usiner, donc c'est ce que vous avez ici, ou sur des projets complexes dans lesquels on va intervenir comme cela, on va faire l'impression 3D, donc là vous avez une impression 3D d'un connecteur rectangulaire, et on montre ça au client. Si tout est OK avec lui, on valide et après on va passer à la phase fabrication. C'est ça. D'accord. Donc ça permet de faire les premières validations et de passer en fabrication. Et est-ce qu'on peut usiner tout type de métaux? Est-ce qu'on peut tout usiner? C'est ça aussi la question. Oui, avec quelques bémols, on peut tout usiner en fait. Parfois vous êtes tombé sur un os quand même peut-être. Oui, ça peut arriver. Donc en fait, nous on usine pas tous les métaux, mais on a tout un partenariat de fournisseurs partenaires à qui on travaille, qui sont spécialisés pour certains types de métaux. Donc on peut gérer l'ensemble de métaux, même métaux rares ou des choses comme ça. Comment est-ce que vous gérez justement, parce que c'est aussi le sujet du moment, les pénuries de métaux divers et variés. Comment ça s'est passé ces 2 dernières années en fait finalement? En fait, ces deux dernières années pour nous, si vous voulez, le Covid en fait, on l'a pris plutôt comme une chance. Parce que ça nous a permis, si vous voulez, de mettre en place et de faire des choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on a pu mieux se soutenir au niveau de tout ce qui est relations clients et apporter du service aux clients, les accompagner dans les nouveaux développements. Mettre des moyens en place de fabrication d'usinage supplémentaires pour répondre à la demande. Et donc toute cette approche, on n'aurait pas pu le mettre en place si on n'aurait pas eu un stop dû au Covid. Donc ça nous a plutôt permis de rebondir. On a eu une petite perte, mais d'à peu près 10% de chiffre d'affaires, donc c'est à peu près pas très significatif pour nous. Et ça nous a permis de rebondir pour gagner des nouveaux marchés et se positionner sur des marchés où on n'était pas présent. Là c'est reparti, malgré le début de la guerre. Est-ce que vous sentez un petit coup de mou? Alors comment vous êtes aujourd'hui? Pour l'instant ça va, on est dans un bon trend, on va dire, équivalent à l'année dernière. Donc pour l'instant on n'est pas trop impacté directement. Alors pour parler de votre pénurie de matière et tout ça, en fait, nous ce qu'on avait commencé à faire, c'est on a commencé à faire un stock de sécurité. On fait des stocks de matière pour tout ce qui était important pour nous et qui ont considéré que c'était stratégique. Donc on a fait du stock de matière. Pourquoi? Parce que quand vous avez la matière, c'est plus facile d'usiner différentes typologies de pièces, différentes pièces. Donc au lieu de stocker des pièces finies, on va stocker la matière sur les différents types de matières, que ce soit de cuivre, de l'inox, de l'aluminium. Et en fonction de la demande du client et en fonction de type de pièce, on peut répondre à la demande du client. Voilà, s'organiser en toutes circonstances pour pouvoir continuer à satisfaire le client. Bon, la trajectoire est bonne. 4 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, Ultratec évidemment, basé en région parisienne, 10 salariés. Merci beaucoup Razvanili, merci de passer nous voir aujourd'hui. Le patron d'Ultratec avec nous sur BFM Business. Et bon séjour au salon Global Industrie. Merci à vous. Au revoir.
Voilà, Razvan Ili qui était avec nous tout à l'heure sur BFM Business. Sébastien Gillet, ce qui est intéressant, il nous disait aussi, le patron de l'Ultratech, c'est que la crise du Covid, paradoxalement, ça nous a boosté. Ça nous a incité à chercher d'autres débouchés et innover sur d'autres produits. Il y a beaucoup d'entreprises finalement qui ont profité entre guillemets de cette période pour innover, accélérer la réflexion. Innover, accélérer. De toute façon, chaque crise doit être un accélérateur. Et c'est vrai que ces industriels, depuis un certain nombre d'années, vivent quand même différentes crises successives qui font qu'ils arrivent toujours à rebondir, à réagir et à s'adapter. Et c'est vrai que la crise du Covid, elle a changé les cultures des salariés, en tout cas dans les entreprises, mais on l'a aussi permis de réinvestir. On a parlé tout à l'heure d'investissement qui va être une des clés du succès de demain. Le plan de relance l'a accompagné l'entreprise. Et c'est vrai qu'ils ont profité pendant ces 2 ans. Ils ont bossé, les industriels, contrairement à d'autres filières. Eux ont travaillé, ont des projets. Mais en tout cas, on en a profité pour réagir. Allez, on va aller voir une autre entreprise familiale qu'on a rencontrée ce matin qui est basée en Lorraine. Elle s'appelle Realmeca. Son PDG, Bruno Cailly, était avec nous tout à l'heure sur BFM Business. Alors lui, il est spécialisé dans la machine-outil. Vous savez, je radote un peu avec l'Allemagne. On nous parle souvent de la valeur ajoutée des Allemands en matière de machine-outil. Vous allez voir que les Français sont très très bons aussi dans ce domaine. Realmeca sur BFM Business. Allez oui, deuxième immersion avec le président de Realmeca, Bruno Cailly. Bonjour Bruno Cailly, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. On est dans la fabrication, entre autres, de conception de machines-outils de haute précision. Ces machines-outils dont on parle très souvent. Je voudrais juste qu'on montre, avant de parler de vos activités, l'étendue des activités, des secteurs avec lesquels vous travaillez. On voit de l'horlogerie, on voit du médical, du dentaire, on va voir ça, de l'industrie. Mais c'est incroyable le nombre de secteurs avec lesquels vous travaillez. Oui, en fait, on travaille un petit peu avec tous les secteurs de la micromécanique, notamment, vous l'avez parlé, la bijouterie, l'horlogerie, le médical. On peut avoir des pièces de micromécanique en général et des pièces aéronautiques. Quand on reprend ici, on voit bien le métier de Realmeca avec la fabrication de pièces sur plan, avec le départ sur un brut pour finir à la pièce finie. Dites-moi, on parle constamment de ces machines-outils. On est heureux de savoir qu'on en fabrique en France aussi. C'est quoi la définition d'une machine-outil typiquement Alors c'est vrai qu'une machine-outil, on a des centres et des tours, mais une machine-outil en réalité, c'est une machine qui permet de réaliser une pièce sur la base d'un plan par enlèvement de matière. Donc en fait on va avoir un bloc de matière, un brut, et sur lequel on va travailler, on va usiner pour arriver à la pièce finie. Bon, on va aller voir ces machines-outils sur lesquelles vous êtes en pointe. Allez, on va y aller. C'est parti. Alors là, on est sur l'une de vos machines qui est en train de fabriquer, vous me disiez, un bout d'implant dentaire, c'est ça, une partie d'un implant dentaire pour le. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc en fait, la particularité de cette machine avec énormément d'axes. Là, on a en l'occurrence 7 axes. Une broche qui monte à 50 000 tours par minute. Et ce type de machine permet de réaliser des pièces très ouvragées en termes de forme et surtout avec des précisions très importantes. Donc on va parler inférieur au centième et même on commence à parler du micron sur ce type de machine. Et puis il faut qu'on dise un mot quand même du Rafale parce que vous fabriquez des pièces très spécifiques pour le Rafale en l'occurrence. Combien de pièces? 5-6 pièces tout à fait. Alors on va faire une quinzaine de pièces. En fait ce sont des ensembles complets intégrés sur une base mécanique. Donc forcément on va réaliser des pièces mécaniques sur notamment nos machines, donc notamment aussi cette machine pour les pièces de toute petite dimension. Et après le métier de Realmeca dans cette sous-traitance d'intégration, on va intégrer, donc c'est-à-dire assembler nos pièces usinées sur des machines à Realmeca. On va y assembler des composants, des cartes électroniques. On va avoir un produit terminé, une structure assez complexe pour laquelle on va faire différents tests et essais, même des tests fonctionnels. On va livrer derrière donc à un rang 1, c'est-à-dire un donneur d'ordre tel que Thales, qui derrière va livrer chez Dassault pour être monté sur le Rafale. Ça n'a pas toujours été simple pour le Rafale. On imagine que la multiplicité des contrats en l'espace de quelques années, ça a dû être une opportunité formidable pour votre groupe. Exactement. On est par contre actuellement dans une phase transitoire de réelle montée en cadence, ce qui nous permettra d'ici à peu près un an de pouvoir produire plus de 2 fois la quantité sur laquelle on est en cadence actuellement. Voilà, donc c'est quand même un projet très ambitieux pour Realmeca, mais pour l'ensemble de la filière en fait. Des machines, il y en a d'autres. Il y a celle-ci qui est en plein boom, comme on dit. On va en voir d'autres sur votre stand chez Realmeca. On y va. Allez, autre machine, autre philosophie, vous me disiez, Bruno Cailly. Expliquez-nous ça. Oui, donc en fait là on est sur une machine qui a un centre de tournage. Donc la particularité là, c'est qu'on va avoir la pièce qui va être usinée, qui va être en rotation et qui va nous permettre notamment de réaliser des axes par exemple. Voilà. Bon, Realmeca, on le rappelle, entreprise basée en Lorraine. Voilà, entreprise basée en Lorraine qui fait
cette année ses 60 ans. Ouais. Une entreprise, une PME familiale qui a 130 personnes. 135 personnes. salariés à peu près. Voilà, c'est ça. Approximativement. Voilà. Et des partenaires? Alors pour la machine-outil, voilà, pour avoir une gamme complète, pour pouvoir distribuer, notamment proposer aux clients l'équipement qui lui convient. Donc on a un partenariat avec un Allemand Spinner et l'américain Haas pour avoir la gamme complète de machines. Voilà, des bonnes perspectives. On est heureux d'avoir pu montrer aujourd'hui qu'on fait des machines outils en France aussi. On parle toujours du savoir-faire allemand. Il était bon de rappeler aujourd'hui qu'en France aussi on a ce savoir-faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno Kelly, patron de Real Meca avec nous ce midi sur BFM Business. Merci. Au revoir. Voilà, Real Meca et puis Ultratech était avec nous ce midi sur BFM Business. Merci beaucoup Sébastien Gillet, donc organisateur de Global Industries, voilà, qui referme ses portes demain, c'est ça ? Demain soir. Et rendez-vous après dans un an, du 7 au 10 mars à Lyon. Ça sera à Lyon. Un autre Global Industries avec les mêmes composantes, 80% d'exposants communs. Donc merci à vous. On est fiers, une nouvelle fois, de ce que l'industrie a montré encore durant ces 4 jours à Paris-Nord-Villepinte. On est fiers, nous, et heureux, et c'est la moindre des choses de le mettre à l'honneur tous les jours sur BFM Business. Rendez-vous, on espère, l'an prochain à Lyon, chez vous, avec un ministre. On vous le souhaite aussi, évidemment, pour promouvoir un peu plus l'industrie. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous.